La- bah, merci de me recevoir et ça va être donc la première session aujourd'hui qui va toucher à l'IA, qui va toucher à notre métier. Je vais essayer de faire. Moi, j'adore faire des démonstrations, donc je vais me baser sur des démonstrations. Et avant toute chose, je vais me présenter. Donc moi, je suis Tug, au Tug Dual. Alors quand je viens ici, Tug Dual, les gens connaissent pas parce qu'en fait, c'est un prénom breton. Mais même en Bretagne, c'est pas très connu. Et, euh, et je suis Solution Engineer chez GitHub. C'est-à-dire que ça fait 3 ans, mon métier, c'est d'aider les entreprises à adopter GitHub. Alors les entreprises, ça va des entreprises de quelques startups à des très grosses entreprises qui ont 8, 10, 12, 30 000 développeurs. Et quand je fais ça, bah, je dois parler de Copilot, du DevOps, du DevSecOps. Il y a plein de keywords, plein de sujets que vous connaissez probablement. Et en tout cas, je me ferai un plaisir d'en parler avec vous après. Mais il y a aussi quelque chose qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors, moi, ça fait 2 ans et demi que je bosse avec. C'est GitHub Copilot. Et donc, l'IA au service du développeur. Et moi, comme vous, j'aime le code. J'ai 50 ans, mais ça fait 30 ans que je code, 30 ans que je bosse et 30 ans ou 30, 29 ans que je travaille. Et j'adore ça. Et je continue de coder. Et Copilot va me permettre de continuer de coder. Donc le truc, c'est qu'il y a toujours du métier pour le dev. Et pour l'instant, on est tranquille, il y a encore besoin de nous. Et ça, c'est le plus important à mes yeux. Par contre, ça change. Comme tu le disais, il y a des évolutions sur la partie. Moi, je dis dans ma carrière, j'ai connu le client-serveur. Alors, vous ne devez pas savoir ce que c'est ça. Mais le client-serveur, le cloud et aujourd'hui l'IA. C'est les trois grosses étapes. Tout ce qui est big data et compagnie, c'est juste le chemin qui nous a amené là où on est. Et après, j'ai un CV un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai travaillé quasiment que chez des éditeurs de logiciels. C'est-à-dire que j'ai pas travaillé sur des projets chez les clients, ou très rarement. J'ai passé que 8 mois chez Sogeti. Mais sinon, c'est que des éditeurs de logiciels. Et c'est un point important pour moi quand je parle dans les écoles, c'est si vous, alors à l'Epitech c'est beaucoup plus facile que dans d'autres écoles. Mais à l'Epitech, si vous aimez le code, vous pouvez rester dans le code et avoir une super carrière. Ça c'est important. Il n'y a pas besoin de devenir chef, il n'y a pas besoin de devenir chef de projet. Faites ce que vous voulez, gardez la technologie. Et il faut juste surfer dans les bons environnements, dans les bonnes boîtes qui vont mettre en valeur ce métier de développeur. Et il y en a plein. Alors je vais partir sur Copilot. Alors ce qui est intéressant avec Copilot et l'IA, c'est qu'en fait, il y a eu un gros boom l'année dernière. Alors, je dis l'année dernière, en fait, c'est 2022, mais on est encore en janvier, donc on va dire l'année dernière. C'est l'arrivée de ChatGPT. ChatGPT a changé complètement le nom IA ou les choses comme ça, puisqu'en fait, avant, il y avait les développeurs, les gens qui faisaient du big data et les data scientists qui en parlaient. Après l'arrivée de ChatGPT, tout le monde en parlait. Il y a mon père qui a 75 ans, 77 ans, qui m'a posé la question, est-ce que tu as vu ChatGPT? Je l'utilise pour ça, c'est magique, etc. Et en fait, c'est génial parce que ça a montré déjà ce que pouvait faire l'IA générative. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'IA générative. Olivier, qui vient après moi, va en parler. Moi, je vais me concentrer sur Copilot. Mais en fait, ce qui est amusant avec Copilot, c'est que GitHub était déjà prêt. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'en janvier 2021, il y avait déjà la version de Copilot qui était disponible. Il y avait déjà un outil pour les développeurs. Le métier de GitHub, c'est d'aider la vie du développeur, les rendre plus productifs, les rendre plus contents de développer. Ça fait que quand c'est sorti ChatGPT et qu'il a commencé à avoir du buzz, tout le monde a dit on veut faire de l'IA générative, on a un outil qui est déjà clé en main, qui est prêt. Et en fait, ça a démarré bien avant. Ça a démarré en interne chez GitHub avec ce qu'on appelle l'équipe GitHub Next. GitHub Next, c'est probablement l'équipe la plus cool chez GitHub. Vous faites githubnext.com, tous les projets, c'est une équipe d'ingé qui fait un peu ce qu'il veut. Et après, en fonction de ce que ça a un intérêt, va être amené comme produit. Et en fait, en octobre 2021, en août 2020, pardon, en fait, ils se sont posé la question, parce que comme vous le savez, GitHub a été racheté par Microsoft il y a 5 ans, et Microsoft investit énormément dans l'IA générative, notamment chez OpenAI. Et en fait, la question s'est posée, est-ce que avec du traitement naturel du langage, on peut aider les développeurs? Il y a eu un proto qui a été fait qui répondait à 80, qu'est-ce qu'ils ont dit 93% des exercices Python qu'on avait testés sont passés uniquement. Et c'était en 2020. Donc ça a beaucoup progressé. Et l'idée derrière Copilot, alors moi quand je parle de Copilot, c'est toujours GitHub Copilot. Vous verrez que Copilot, il y a plein d'autres produits qui s'appellent Copilot. Moi je ne parle que de GitHub Copilot. C'est d'utiliser l'IA pour faciliter la vie du développeur. Alors faciliter la vie du développeur, ça peut être le rendre plus rapide à faire certaines tâches. Vous êtes tous des très bons développeurs, donc vous écrivez plein de tests. Alors, si vous n'écrivez pas de tests, vous n'êtes pas des bons développeurs. D'accord? Alors dans vos projets perso, etc. Moi j'ai quitté, juste pour l'anecdote, je suis parti vivre en Californie chez Oracle pour développer le conteneur J2E. Alors J2E, ça vous parle peut-être plus, parce que mais attention, c'est encore très utilisé.
Et je suis parti au développement, j'étais super content dans la Silicon Valley, etc. Sauf que je passais 50% de mon temps à écrire les tests. Ça m'a gonflé. D'accord? Donc je suis passé côté plutôt innovation où on faisait plus des démos. Mais par contre, quand vous faites un projet réel, écrivez des tests. Et notamment, une des tâches qui va être facilitée avec Copilot, c'est l'écriture des tests. Il n'y a plus d'excuses pour ne plus écrire de tests, ne plus écrire de documentation. Ça fait partie du flow. Vous devez entendre parler régulièrement du flow du développeur. C'est-à-dire qu'on est dans notre IDE, on code, et ça, vous le connaissez, hein, vous, la piscine, vous tombez dedans et vous codez, 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 codez. Si vous sortez de ce flow, vous perdez en productivité, en efficacité, votre esprit par ailleurs. Bah, l'idée avec Copilot, c'est de garder cet esprit. Vous êtes dans votre IDE et vous continuez de coder. Donc on a fait plein de choses autour de ça. Et parmi les choses qui ont été faites, bah, c'est comme ça existe depuis 2021, on a un retour des développeurs. Il y a plus d'1,7 million de développeurs aujourd'hui qui utilisent Copilot. Et en fait, tout le monde l'essaye. C'est-à-dire que qui l'utilise aujourd'hui parce que vous y avez accès? Bon, c'est bon. Ceux qui ne l'utilisent pas, il faut l'installer à la fin de ces 3 jours. Vous prenez votre compte chez GitHub et vous l'installez. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est ça. C'est que tout le monde veut l'essayer. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment une étape clé. Là, c'est incroyable l'adoption de cet outil. Parce qu'en fait, c'est relativement simple. On va voir ça dans les démos. Et ça aide vraiment. Donc, en fait, quand on rend un service qui est simple, les gens foncent dessus. Là, il y a plein de développeurs. Donc, la plupart des développeurs est dans toutes les industries. C'est-à-dire qu'on soit dans une école comme vous, dans une start-up, dans une banque, dans une assurance, etc. Même l'armée s'intéresse à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Alors après, il y a plein d'autres questions sur comment on peut le faire. Mais l'IA générative pour les métiers, n'importe quel métier, ça arrive, ça a un impact fort. Nous, on est développeurs, c'est dans notre IDE qu'on va utiliser l'IA générative. L'architecture globale, et en fait, ça c'est important de regarder toujours comment fonctionne l'outil. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes posé des questions, mais les questions qu'on va se poser quand on travaille comme ça, c'est où vont les données? Qu'est-ce qu'on fait des données? À qui je les donne? Est-ce que je suis propriétaire de données? Est-ce que je suis propriétaire du code? Quand vous faites du ChatGPT, quand vous faites du Copilot, quand vous faites les autres outils, vous posez une question, ça vous répond. Cette question, elle appartient à qui? La réponse, elle appartient à qui? C'est des questions souvent on ne se pose pas, mais dans les entreprises, c'est quelque chose qui va être très important. Pareil pour vous, quand vous allez travailler sur votre projet d'innovation, vous créez une start-up, vous voulez être certain que votre code, il ne part pas n'importe où. Comprendre où il part et qui est-ce qui le gère. Typiquement, quand on a créé Copilot, on veut quelque chose de simple, donc il vient s'intégrer dans les IDE, VS Code, JetBrains, Vim, etc. et communique avec un service qui est sur le web, un SaaS qui s'appuie sur OpenAI. Alors OpenAI, c'est plein de choses. OpenAI, c'est une société. OpenAI, c'est une fondation qui a créé des choses. Et qui a créé quoi? Qui a créé GPT. Et GPT, au-dessus, on peut développer des applications. L'application la plus connue, celle que tout le monde utilise, s'appelle ChatGPT. ChatGPT, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est un service qui a été construit au-dessus d'un modèle qui s'appelle GPT. Et il y a DALL-E, etc. En fait, ce qu'a fait GitHub Copilot, c'est on prend ce modèle, on le met dans le contexte d'une entreprise, celle de GitHub. Alors en fait, ce qui se passe dans la réalité, ça tourne sur Azure. Dans le tenant, donc dans le silo, entre guillemets, dans la partie qui appartient à GitHub. Donc quand on travaille avec GitHub Copilot, les données ne communiquent qu'avec une société qui est celle de GitHub. Si vous travaillez avec une autre société qui fait du OpenAI, il faut savoir est-ce que ça utilise les API publiques, est-ce que ça utilise un tenant privé. Et vous, quand vous allez créer des applications autour de l'IA, il faut vous poser ces questions. Où est-ce que ça tourne? Quel service j'utilise? C'est très très important parce que quand nous on essaye de vendre notre service, on s'appelle GitHub, on appartient à Microsoft. Donc nous on est connu de tout le monde. La première question que vont vous poser les boîtes, c'est où sont vos données, etc. Il faut être capable de répondre et ce que vous faites. Et je repartirai dessus dans une seconde. Mais l'intelligence au service du développeur, c'est pas uniquement appeler un modèle en disant écris-moi du code, écris-moi un commentaire, explique-moi. Il y a toute l'expérience du développeur, l'expérience utilisateur. Alors moi, je mélange utilisateur et développeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est GitHub, nos clients, nos utilisateurs, ce sont des développeurs. Moi d'ailleurs, si vous regardez mon CV, j'ai toujours voulu travailler dans des entreprises où mon utilisateur final, c'était un développeur. Ce n'est pas Madame Michu dans l'équipe marketing, c'est le développeur. Moi, j'aime travailler avec vous, les développeurs, les développeuses. C'est vous aider à faire vos applications ou les faire ensemble quand on travaille sur des projets. Et l'idée autour de ça, c'est d'avoir dans l'éditeur quelque chose qui soit le plus riche possible,
pour essayer de comprendre le comportement du dev, envoyer des données sur le service et renvoyer du code, en tout cas renvoyer quelque chose qui va aider le développeur. Et en fait, quand on travaille comme ça, il y a plein de choses qui se passent au milieu entre les deux, entre le client et le serveur. En fait, au début, il faut analyser ce qui se passe sur le client, comprendre quelle est l'information que le développeur essaye de faire. Est-ce que j'écris du code? Est-ce que je commente? Est-ce que j'essaye de comprendre du code? Dans quel type de langage je travaille? J'envoie du code, c'est traité dans le modèle, je renvoie du code ou un commentaire, etc. Et vous voyez, au milieu, il y a des filtres qui vont servir à plein de choses. C'est-à-dire que si vous insultez un service d'IA, il doit vous répondre poliment en disant « vous ne devriez pas m'insulter ». Si vous essayez dans GitHub Copilot de demander à Copilot de donner la recette du burger qu'on va avoir, je ne sais pas si c'est ce midi, mais en tout cas dans la recette d'un burger ou d'une pizza, il va dire « je suis là pour vous aider à faire du développement ». Typiquement, les filtres, ils sont là pour la toxicité, donc vérifier que, essayer d'éviter d'avoir des biais autour de l'intelligence artificielle et dans le cas de Copilot, se limiter au service pour le développeur. Et tout ça, en fait, ça vient dans l'architecture du modèle OpenAI GPT sur Azure, plus les filtres que GitHub et Azure ont développés ensemble. Il y a des concepts qui sont intéressants, c'est tout ce qui va être Responsible AI, donc tout ce qui va être la responsabilité autour de l'intelligence artificielle. Le service qu'on fournit, nous, on essaye de faire ça et donner sa clé en main. Quand on travaille avec GitHub Copilot, on n'est pas des prompt engineers, on n'est pas des spécialistes de l'IA, on est des software engineers. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être un prompt engineer. Ce que j'aime, c'est développer des applications. Après, l'IA va m'aider et on va voir comment. Et sur cette partie-là, il y a pas mal de choses et des choses qui sont très intéressantes. Je reviendrai dans une seconde sur un des filtres, la partie du code dupliqué. Il faut juste garder en tête, et pour ceux qui l'ont testé, il y a une grosse partie du travail qui se passe aussi côté client. Alors la slide est ancienne, le blog post est ancien puisqu'il date du mois de mai. Gardez en tête que dans votre IDE, il y a plein de choses qui se passent. Vous êtes sur JetBrains, vous êtes sur VS Code, ouvrez plusieurs onglets, parce que si vous ouvrez plusieurs onglets, l'extension va regarder pour essayer de créer quoi? Un prompt pour vous. Et en fait, on rajoute de plus en plus, j'allais dire d'intelligence, je ne veux pas utiliser ce terme, de logique côté client dans l'IDE pour rendre le prompt le plus fiable possible, pour que la réponse soit la plus pertinente possible. Et en fait, quand on parle d'IA générative, il y a plein de couches. Il va y avoir le modèle, il faut choisir un bon modèle, et après, il y a comment on crée le prompt et comment on enrichit le prompt. Ça, c'est la responsabilité des extensions. Et pour ceux qui utilisent VS Code, vous avez vu, vous avez des mises à jour de l'extension toutes les semaines, tous les mois, j'allais dire toutes les semaines, tous les mois. Parce qu'en fait, on rajoute des choses, ou alors, on rajoute des choses dans la librairie qui va créer le prompt pour vous. En regardant les fichiers que vous avez ouverts, ce que vous avez fait précédemment, pour pouvoir justement donner le plus de contexte possible. D'ailleurs, quand on parle de GitHub Copilot, on parle de contexte plutôt que de prompt. Parce qu'en fait, on enrichit et on prépare le prompt pour vous. Et notamment, la base, plusieurs onglets ouverts. Ouvrez toutes les choses sur lesquelles vous travaillez à un instant T. Un point qui est clé. Alors pour vous, en tant qu'étudiant, ça, à la rigueur, vous vous en foutez aujourd'hui. Mais le troisième point est le plus important quand on parle aux entreprises. C'est-à-dire notre métier chez GitHub, c'est de fournir le service, et mon métier à moi en particulier, c'est de faire en sorte que les entreprises utilisent ce service. Alors GitHub comme source control, GitHub comme plateforme d'intégration continue, etc. Mais également GitHub Copilot maintenant. Et une des choses qui plaît le plus dans ce contexte-là, c'est qu'effectivement, vous envoyez des données sur Internet, vous envoyez des données vers le service GitHub, ça renvoie un modèle, mais systématiquement, dès qu'on a créé les suggestions, on efface le prompt, on efface les suggestions. Alors ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'une part qu'on ne garde pas les données, mais ça veut surtout dire qu'on n'entraîne pas le modèle sur votre code. Alors, je ne suis pas certain qu'on ait envie d'entraîner le modèle sur des étudiants de première année, mais par contre, mettez-vous à la place quand vous commencez à créer votre startup, quand vous avez des idées. Vous voulez garder la propriété intellectuelle de cette partie-là, vous voulez garder le contrôle. Donc on n'entraîne que sur ce qui est public également. Donc vos projets qui sont publics sur GitHub, ils servent à entraîner le modèle. Donc gardez juste ça en tête que quand vous allez discuter, et si dans vos stages ou des choses comme ça, vous avez des questions autour de Copilot, rappelez-vous cette slide. Vous dites à les personnes avec qui vous bossez, mais non, mais moi j'utilise Copilot, vous inquiétez pas, il ne garde rien. Alors ça suffira peut-être pas, et si ça ne suffit pas, en fait on a créé une page, et je vous invite à la regarder quand vous reviendrez dans vos projets, parce qu'en fait on explique plein de choses autour de la sécurité.
autour de l'architecture. Qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, si on va ici, est-ce qu'on garde les prompts? Non, on ne garde pas les prompts, ça je vous l'ai dit. Est-ce que ça fait du copier-coller? Non, ça ne fait pas de copier-coller parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on génère quelque chose de nouveau, basé sur le modèle. Alors ça, c'est un point qui est important également. Est-ce que je vais le trouver ici? Je regarde juste parce que je ne me souviens plus s'il y a la question. Non. Un point qui est très 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 important dans GitHub Copilot, mais qui va être vrai sur tout ce que vous faites autour des IA génératives. Il y a besoin du contrôle humain. Et un moyen de tester ça, moi, ce que je mets en avant à chaque fois que je parle de GitHub Copilot, parce qu'en fait, le côté magique, et pour ceux qui l'ont utilisé, vous le voyez. Pour ceux, quand je vais faire la démo, vous allez le voir. Il y a un côté quand même un peu magique. On arrive, il y a du code qui tourne. Ça ne veut pas dire qu'il tourne à 100%, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Mais par contre, on va avoir tendance à prendre un petit raccourci et pas passer assez de temps à relire ce code-là. Donc une façon de valider ce que fait l'IA générative pour vous, vous prenez ChatGPT ou un autre modèle, vous prenez un domaine dans lequel vous êtes passionné en dehors du code. Moi, ça va être la planche à voile, ça va être la voile, etc. Et vous posez des questions. Et vous allez voir, il va se planter. Il va avoir des hallucinations, il va avoir des surprises. Si ça fait ça dans le contexte de la voile, ça fait la même chose dans le contexte du code. Ça fait la même chose dans le contexte du texte si vous faites du marketing. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est un produit qui ne marche pas. Ça veut simplement dire que le côté humain, votre intelligence à vous, votre expérience est très très importante. C'est pour ça que ça s'appelle copilote. Ça ne s'appelle pas pilote ou générateur d'appli magique ou je ne sais quoi. C'est vraiment votre assistant. C'est votre père programmeur. C'est l'outil qui va vous aider. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Parce que selon les endroits où on va l'être, quelquefois, il va générer du code, on n'aura pas besoin d'y toucher. Quelquefois, il va générer du code qui ne sera pas sécurisé ou qui contiendra un bug. Et c'est votre œil critique. Donc tout ce qui est test, génération et surtout passer les tests, c'est important pour continuer justement de valider que du côté métier fonctionne, mais également tout ce qui va être sécurité. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez appris ce qu'est CI/CD, l'intégration continue. Dans les entreprises et sur vos projets, mettez en place de l'intégration continue pour tester la partie business, le end-to-end testing, donc tester de bout en bout votre application, et la partie sécurité. C'est d'autant plus important si vous utilisez des outils comme Copilot, parce que vous allez pisser beaucoup plus de lignes qu'avant. Vous allez aller plus vite. Donc s'il y a chaque ligne de code, potentiellement vous pouvez faire un bug. S'il y a plus de lignes, il y a plus de bugs. Pas nécessairement, c'est pas toujours vrai, mais sur le principe, il y a plus de risques en tout cas. Donc testez, continuez de tester, mettez en place vos plateformes. Une question qui est relativement simple que les gens. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais ce qu'on arrive souvent quand on parle aux développeurs, c'est quel langage ça supporte. En fait, la réponse qui est simple avec GitHub Copilot, ça les supporte tous. Mais ça ne veut pas dire que ça les supporte tous au même niveau. Ça ne veut pas dire que. Je suis sûr qu'ici, il y a plein de développeurs COBOL. C'est votre cœur de métier. En tout cas, à Montpellier, il y a une école de COBOL, tiens d'ailleurs. Il y a toujours la Z Academy d'IBM ici. Ça vous dit rien? Alors, pour l'anecdote, vous voulez trouver un job, vous faites du COBOL. Vous voulez trouver un job pas intéressant, vous faites du COBOL. Pardon, j'aurais dû préciser ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore énormément d'applications qui sont écrites en COBOL, qui sont en production, et qui ne vont pas nécessairement avoir énormément de valeur à être réécrites immédiatement dans un autre langage. Donc il y a besoin de développeurs COBOL. Et alors, je sais plus, je dis peut-être une bêtise, mais ça vaudra le coup de regarder. IBM avait en tout cas un gros centre de recherche ici à Montpellier. Alors moi, je suis nantais, je ne connais pas bien le bassin Montpellier. Mais il y avait la Z Academy, Z pour le ZOS, le mainframe, où ils formaient des développeurs en reconversion sur du COBOL. Alors pour en revenir à GitHub Copilot. GitHub Copilot, le COBOL, il ne va pas vous aider de façon extraordinaire. Pour une raison toute simple, je vous ai dit que c'était entraîné sur tout ce qu'il y a de public. Des projets open source en COBOL, il n'y en a pas énormément. Par contre, vous faites du C, du C++, du Java, du JavaScript, du TypeScript, du Go, du Rust, du Ruby, etc. Ben, ça va être relativement bien entraîné. Donc ça va vous aider. Et en plus, il y a quelque chose d'important, c'est que comme je vous ai dit précédemment que ce qu'il y avait dans votre IDE influençait dans le prompt, si vous partez d'une page complètement vide, peut-être que les suggestions au début ne seront pas de qualité parfaite, ou vous sentirez un petit peu frustré. Mais petit à petit, au fur et à mesure où vous allez commencer votre projet, vous allez voir qu'il va vous aider de plus en plus, de façon de plus en plus précise, comme s'il apprenait de ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, ce n'est pas qu'il apprend de ce qu'on est en train de faire, c'est que si on part de zéro, on n'a pas beaucoup de contexte.
Donc on ne sait pas si on fait de l'Express, si on fait du TypeScript, du JavaScript, et en fonction des librairies que vous rajoutez, bah, il va savoir dans le prompt, non pas en s'entraînant, non pas en faisant du machine learning, mais uniquement parce qu'en fait le contexte est plus précis. Et donc même un développeur COBOL sera aidé, parce qu'en fait au début il ne sera pas capable de le créer, mais après il sera capable. Alors je prends COBOL, mais on pourrait prendre un langage plus moderne comme Elixir. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connais pas. D'accord. Mais c'est juste un développeur Elixir qui était venu me voir à une conférence en me disant sur Angular, GitHub Copilot c'est génial, sur Elixir c'est moyen. Et là je lui dis mais c'est moyen au point d'arrêter de l'utiliser. Il a dit non, non, c'est juste qu'au début ça ne comprend pas exactement ce que je veux. Bah, c'est normal parce qu'en fait, si on voit les top langages utilisés sur la plateforme GitHub, on s'aperçoit qu'Elixir en fait pas partie. À l'inverse de Python, C, C++, etc., etc. Donc, quel que soit le langage de programmation que vous utilisez, et y compris les langages d'infrastructure as code, du Terraform, du Kubernetes, du Docker, etc., vous pouvez utiliser Copilot. Et d'ailleurs, moi, j'utilise Copilot pour écrire ma doc, c'est-à-dire en anglais ou en français, pour écrire mes mails. J'ai tendance à plus écrire mes mails dans Gmail, mais plutôt dans VS Code. Parce qu'en fait, il me complète les parties. Un point qui va être, et ça va être le sujet justement des jours qui viennent, là, c'est que l'intelligence artificielle, on a vu maintenant que ça marchait, que ça aidait énormément les gens. On va le voir quand je vais faire des démos. Chez GitHub, ben, on va en mettre partout. On en rajoute aux différentes phases du développement. Là, on s'est concentré sur l'environnement de développement, donc dans votre IDE, sur le poste du développeur. Mais on va en rajouter dans la pull request. Donc quand vous faites la revue de code, pour documenter les revues de code, pour résumer les issues, pour vous aider à comprendre le code qui est existant. Vous voulez contribuer à un projet open source, vous arrivez sur github.com, vous posez des questions par le biais d'un chat pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, l'IA va arriver dans plein de phases de notre métier de développeur, soit quand on code, soit lorsqu'on comprend, lorsqu'on apprend, ou lorsqu'on on doit contribuer à quelque chose. J'ai souvent la question, est-ce qu'il faut donner copilote à des débutants? Ah, bien sûr que oui, il faut donner des copilotes à des débutants, il faut le donner à tout le monde. Il faut le donner à quelqu'un qui est un enfant qui apprend à coder du Python je ne sais pas quelle classe on peut commencer, mais à l'école, petite école, collège, à un étudiant comme vous, à une personne expérimentée, à une personne en reconversion. C'est juste un nouvel outil en fait. Moi, je viens du monde Java. Qui fait du C, du C++ ici? Alors, je savais que ça allait être nombreux, je ne savais pas que ça allait être tout le monde, ou pratiquement tout le monde. Mais bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, quand j'ai commencé le Java, j'ai pas fait d'école. Moi, je suis un autodidacte, donc j'ai pas appris le langage de programmation à part du Delphi avec du Pascal, des choses comme ça. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, je vais apprendre un vrai langage de programmation. Et je me suis dit, je vais mettre au C et au C++. Donc j'ai acheté, à l'époque, on achetait des bouquins, un énorme bouquin. Et en fait, j'en avais marre de gérer. Je comprenais rien. On va résumer. Je comprenais rien au pointeur. Je me suis dit, c'était le tout début de Java, c'est-à-dire que c'est la dernière bêta de Java. Je suis passé à Java, c'est devenu naturel. Si on parle de Java à l'époque, en tout cas, j'espère que c'est plus le cas aujourd'hui. Quand on parlait de Java à un développeur C++, il disait oh là là, t'es vraiment pas un bon développeur, tu vas pas apprendre à gérer les pointeurs, etc. Ce qui est vrai. Mais la preuve qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il y a plus d'applications en prod en Java qu'en C, en C++. Il y a plus de développeurs Java que C++. Je parle pour l'informatique d'entreprise, d'accord? Donc c'est que quand on simplifie le travail d'un développeur, ça ne veut pas dire que ça devient un mauvais développeur, c'est juste on apprend à travailler avec un nouvel outil. Ben là, c'est exactement pareil. Pareil, on peut avoir la discussion, qui c'est qui fait de l'Emacs et du VI versus les gens qui font du VS Code et de l'IntelliJ. Ouais, peut-être que vous êtes super bon avec les raccourcis Emacs, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plus productif sur JetBrains, donc vous n'allez pas me demander d'aller dans un autre outil. Ça m'aide en tant que développeur. Ben là, c'est la même chose. Donc, on modernise la façon de travailler. Pour les débutants, ça va permettre d'apprendre. Et moi, je me mets dans les débutants. C'est-à-dire que tout le Python que je fais, je ne suis pas un développeur Python, je le fais avec Copilot. S'il n'y avait pas eu Copilot, je n'aurais pas pris le temps de faire du Python. Alors, je vais faire quelques démonstrations. Moi, j'aime bien faire des démos. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu veux du dark, c'est ça? Alors, pourquoi c'est du blanc? Parce qu'une fois sur deux, j'ai cette réaction. Donc, un coup, je change en blanc en noir, un coup noir en blanc. D'accord?
Et en fait, selon la salle et selon l'écran, le blanc passe souvent mieux. Quand je travaille à la maison, je suis en black. Ah, je m'attendais pas à ça, mais bon, c'est. Mais je vais rester en blanc parce que c'est plus lisible sur les écrans. Vous voyez bien, même nos slides sont en black. OK. Euh, donc vous avez tous plus ou moins fait du copilote, mais j'aime bien commencer par expliquer les bases parce qu'il y a 4 façons d'interagir. Alors je vais me concentrer sur VS Code. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas directement disponibles aujourd'hui dans Visual Studio. Alors ça, je ne sais pas trop, mais dans Visual Studio et dans JetBrains. Mais ça arrive. L'idée, c'est d'avoir le même niveau de fonctionnalité partout. Donc en fait, ce qui est intéressant avec... quand on va commencer un fichier, quand on va commencer directement copilote, vous voyez en bas, on ne le voit pas bien sur l'écran, mais vous voyez ici, vous voyez le logo copilote. Quand je travaille, il va appeler le service de façon transparente. Et pourquoi je vous disais, on n'a pas besoin d'être prompt engineer, c'est qu'en fait, il est là et il va nous aider. Une façon de coder, ça va être de dire, ben moi, ça a un petit peu changé ma façon de coder. Alors, je ne sais pas pour ceux qui l'utilisent si c'est le cas. J'ai tendance à écrire des commentaires pour décrire ce que je veux faire, au lieu de commencer directement du code. Sauf si je sais exactement ce que je veux faire. Mais là, si je lui dis import express, alors je suis le Jean-Claude Van Damme du code, je ne sais pas écrire mes commentaires en français, ça me perturbe, donc j'écris tous mes commentaires en anglais. Mais vous pouvez lui parler dans n'importe quelle langue. Import express, create app, on use. Et en fait, ce qui est intéressant, vous voyez, il me complète déjà. C'est-à-dire qu'il va vous aider, par rapport au contexte dans lequel vous êtes, à écrire vos propres commentaires. Donc en fait, il écrit ses propres prompts si on parlait du côté prompt. Et en fait, j'ai pris cette habitude, moi je code, j'attends une seconde, hop, de voir si mon commentaire se poursuit pour coder. Et alors je vais faire quelque chose, ne le faites pas. J'ai mélangé français et anglais, c'est juste pour vous dire, vous voyez, il est capable de parler français et anglais. Mais sur le principe, on va rester dans une seule langue. Si vous faites en anglais, parce que Internet, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, parle principalement anglais, il y aura plus de qualité en termes de compréhension, mais vous pouvez tout à fait écrire en français. Et là, il commence à coder pour moi. Il me fait des suggestions. Et c'est transparent. Et ça existe depuis donc, 2021. Et c'est toujours quelque chose que j'utilise énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction du contexte dans lequel je suis, il va m'aider. Et vous avez vu, là, il a rajouté un commentaire. Parce que dans le contexte dans lequel je suis, il estime que l'étape suivante, je devrais faire un import du body parser. Si je vais dans une autre application, si je vais ici, je vais taper entrée, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dans ma classe. Oh, entrée, j'attends. Il va me proposer quelque chose. Alors comment il a deviné? C'est juste que par rapport au contexte où il est, quand vous commencez à écrire des opérations insert, update, delete, donc tout ce qui est CRUD, quand vous faites du traitement de données, quand vous faites des choses comme des tests, en fait, vous pouvez commencer à écrire un ou deux tests et petit à petit, il va vous aider à le générer. J'ai écrit un parseur de fichiers binaires pour mon application de planche à voile, là, donc, que j'ai mis en avant. C'était extraordinaire parce qu'en fait, il fallait que je parse un fichier binaire bloc par bloc. On commence à coder, les 2 premiers blocs, on doit se les taper à la main, et petit à petit, il rajoute du code. Alors, il faut vérifier, attention. Moi, c'est pour ça que je ne demande pas à Copilot, écris-moi une application de A à Z. Potentiellement, il va le faire, mais je n'ai pas envie de passer mon temps à relire du code généré par une IA. Je préfère le faire bloc par bloc. L'autre façon de travailler, bah, toujours pareil, en faisant un commentaire, ou alors en écrivant une fonction. Les accolades, je tape entrée, il appelle le service, j'attends un peu, il me le fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il commence à me proposer des choses et vous pouvez varier différentes implémentations. Il y a quelque chose que j'utilise beaucoup moi quand je code, notamment quand j'ai une idée que je veux implémenter très vite. Alors c'est là où j'utilise du Python d'ailleurs. Mais là, je voudrais avoir plusieurs options pour faire cet algo. Vous avez des raccourcis clavier, vous connaissez tous la commande palette sur VS Code. C'est la commande la plus importante à connaître sur VS Code.
c'est la commande palette, ok? Parce que là, vous avez accès à toutes les extensions que vous avez installées. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, si je regarde tous les raccourcis clavier copilote, vous les avez ici. Si vous regardez pour les autres extensions, vous avez également. C'est-à-dire qu'on ne voit pas uniquement les raccourcis clavier, mais toutes les commandes qui sont dispo. Et il y en a une que je vais utiliser là, qui est Completion Panel, contrôle entrée. Contrôle entrée, si je tape ici contrôle entrée, il va me proposer 10 suggestions. Et en fait, j'utilise pas nécessairement ça pour avoir directement du code, mais souvent comme source d'inspiration. Et notamment si je me pose une question, ah bah oui, mais dans cet algo, je voudrais utiliser un algo en particulier, bah je vais juste simplement lui dire, utilise un algo en particulier, contrôle entrée, il va régénérer des suggestions dans le contexte dans lequel je suis. Là, il faut juste trouver le bon équilibre, et c'est là où en fait on va voir les bons et les mauvais développeurs. Je pense qu'avec de l'IA générative comme ça, les mauvais développeurs, il faut qu'ils changent de métier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sur du low-code, no-code. Ils vont générer énormément de lignes de code de mauvaise qualité. Là, vous avez votre expérience, les bons développeurs vont prendre le temps de lire et de réfléchir à quel est l'algo qu'ils veulent utiliser. Et ça va être très important. Et aussi trouver le juste milieu entre combien de fois j'utilise Copilot à essayer de générer la bonne ligne de code plutôt que de coder. Il faut toujours se rappeler qu'on est des codeurs avant tout. C'est-à-dire que quand ça commence à partir dans des loops un peu bizarres où l'intelligence artificielle ne nous donne pas la réponse qu'on attend, ben c'est pas grave, on commence à coder. Qui a déjà eu ce symptôme où il génère commentaire, 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 il n'arrête pas? En fait, le moyen tout simple de résoudre ce problème-là, c'est qu'une fois qu'il l'a fait 3 fois, vous arrêtez, vous commencez à taper def ou structure ou n'importe quoi. Une première ligne de code, il va comprendre qu'il faut générer le code maintenant. Et c'est tous ces petits réflexes qui changent un petit peu notre travail. Parmi les choses qui sont amusantes ici, donc alors je vais en prendre un au hasard, hein, faites pas ce que je viens de faire. L'autre partie, c'est qu'en fait, si je lui dis, vous voyez par rapport à la fonction que je viens de définir, il me propose une route. Par rapport au contexte dans lequel je suis, il va toujours s'adapter pour aider. Et moi, ça m'aide énormément comme développeur, donc je vais prendre ça comme ça, hop, je la prends telle que, j'attends un peu, et je lui dis, start server, je fais le serveur. Donc on a vu deux façons de travailler avec Copilot, la complétion, les 10 suggestions. Les 10 suggestions, moi je les utilise énormément pour m'inspirer, hein, comme je vous le disais, quand j'ai une idée, je vais taper un long commentaire pour décrire ce que je veux, et à partir de cette partie-là. Je pourrais utiliser le chat, mais j'aime bien utiliser cette façon-là. Je vous parle un petit peu du chat, et justement, si je veux parler du chat, c'est parce que vous avez une fonctionnalité que vous avez peut-être déjà vue, qui justement est très très utilisée et très pratique quand on apprend un framework, ou quand on veut développer des choses nouvelles. Vous avez le copilot et l'inline chat que vous voyez là. Donc par exemple, là, ça va me permettre de documenter, de faire de la doc. En un clic, et en plus, moi, vous faites le raccourci clavier, pomme I, et vous faites de la doc automatiquement. Sauf qu'il ne l'a pas faite là, qu'est-ce qui se passe? Add, JSDoc. Donc là, normalement, il va le convertir, voilà. Derrière, quand je lui fais ça, il a compris que je veux utiliser la doc, il me fait de la documentation. Vous voulez expliquer le code, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ici, si je veux expliquer ce code-là, et ça, c'est vraiment très pratique quand vous arrivez sur des projets que vous ne connaissez pas, ou une partie de projet du code sur lequel vous devez travailler pour fixer un bug ou améliorer. Là, il va utiliser la partie chat pour m'expliquer les choses. Et là, on est vraiment dans la même expérience que ce que vous avez avec ChatGPT. Par contre, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous communiquez qu'avec GitHub. Pour ceux qui utilisent ChatGPT gratuit, toutes vos questions peuvent être gardées par OpenAI, toutes vos réponses peuvent être gardées par OpenAI. Et si vous cherchez ChatGPT Samsung, vous allez voir ce que ça peut amener. Ça fait peut-être des choses. Regardez ça après. Des gens de Samsung s'amusaient à utiliser ChatGPT professionnellement. Et donc, il y a des données qu'on leaké. Ça n'arrivera pas si vous êtes dans le contexte de GitHub Copilot. Là, ça m'explique des choses. On va tester quelque chose. C'est quoi un framework web en C? On va voir, il va nous en proposer un. Et en fait, maintenant qu'on est dans le chat, vous pouvez vraiment poser n'importe quelle question. La limite, c'est votre imagination. Par contre, le retour, c'est votre esprit critique, c'est votre expérience de développeur. Alors, est-ce qu'il fait des choses... Ça va? C'est pas trop mal?
Mais ce qui est intéressant autour de ça, si on prend cet exemple-là, moi par exemple, quand je travaille, j'écris souvent je vous disais, du Python en première fois, parce que le Python, le pseudocode et le code, c'est quasiment la même chose. Par contre, je ne sais pas comment mettre en prod du Python. Donc en fait, je convertis une première fois comme ça, en Java ou en TypeScript, et après, je le package comme je veux par rapport à ma connaissance que j'ai sur la cible que je vais avoir. Et c'est énormément de travail. On apprend à travailler avec cet outil très 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 rapidement. C'est-à-dire qu'on va vraiment apprendre à utiliser les quatre fonctionnalités du VS Code. Je vous ai dit la complétion, la liste des suggestions, la partie chat, inline, ou la partie chat conversationnelle. Et il faut juste trouver quel outil correspond bien à ce que vous êtes en train de faire. Si là, typiquement, là je travaille sur mon site de planche à voile, en fait, c'est un qui fait Strava. Il y a plus de développeurs C que de sportifs là. En fait, en étant très prétentieux, c'est le Strava de la planche à voile. Mais j'ai dit en étant très prétentieux. Et notamment, ce que j'ai à l'intérieur de cette application, j'ai un catalogue de produits qui permet, en fait, quand on va se refaire une session en planche, on va choisir, j'ai utilisé telle planche à voile, telle voile, etc. pour noter. C'est un site que je maintiens depuis 2017. 2017, j'avais pas copilote, donc j'ai pas écrit de test. Donc je suis en train de le réécrire. Et je suis en train de le réécrire sur plusieurs frameworks. Deux raisons. Parce que j'ai envie de revenir sur Java, parce que là je fais du Mongo et du Node. Donc j'utilise en back-office, j'utilise quelque chose qui s'appelle Quarkus. Je ne sais pas si ça vous parle. Quarkus, c'est un programme, c'est un framework Java. Mais c'est un framework Java qui est assez récent et j'utilise Java 21. Pourquoi ça, c'est les deux dernières versions des frameworks. Parce qu'en fait, on sait que le modèle GPT n'a pas été entraîné là-dessus. Et pourtant, j'arrive à me faire aider. C'est pas parce que le modèle sur lequel vous êtes ne connaît pas parfaitement ce que vous êtes en train de faire qu'il ne va pas vous aider. Donc moi, j'utilise ça. Et en front, je vais utiliser Next14. Si je le retrouve, voilà. Donc ici, j'ai un petit site... je le cherche, donc peu importe si je ne le trouve pas. Donc j'ai un certain nombre de planches à voile et compagnie. Je me suis paumé dans mon... Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc pour cette application-là, j'ai fait des applications REST pour aller chercher dans mon code. Un exemple d'utilisation de copilote très rapide, c'est que mon back-office, pardon, il a des API comme ça. Je me suis paumé dans mes fenêtres. Vous voyez, j'ai une API REST qui va chercher dans mon catalogue. La question qu'il faut vous poser maintenant que vous avez copilote, c'est comment ça peut m'aider à développer des choses. Il y a des choses tout bêtes qu'on va pouvoir faire avec ça. C'est-à-dire que je vais prendre cette API-là, je vais aller dans mon client, je vais juste créer un fichier JavaScript, un fichier TS vraiment crado, hein, peu importe. Et là, je vais pouvoir lui dire, soit en commentaire, soit en utilisant l'inline chat, donc j'ai fait pomme i, using call this, et je lui décris ce que je veux faire. Et en fait, ces choses-là, en espérant qu'ils répondent comme je veux, on va voir, voilà. Et vous avez beau être le meilleur des développeurs, ça vous allez devoir l'écrire. On est obligé d'appeler le service, alors vous pouvez le factoriser, etc. Mais en fait, il y a plein d'endroits où on a l'impression que Copilot va nous aider pour faire des algos. Non, Copilot va nous aider pour faire toutes ces tâches rébarbatives. La gestion des paramètres, vous voyez, là, il m'a mappé automatiquement les paramètres de la fonction sur la query, juste en rajoutant une petite ligne de code. Si je prends cette partie-là, que je lui dis, pareil, alors, je vais annuler ça, mais je vais simplement lui dire, hop, oui, en haut, je lis this. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que généralement, j'utilise un document JSON plus petit, mais je vais lui dire, à partir de ce JSON, génère-moi une classe. Il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir utiliser un Copilot de cette façon-là. Et moi, ça m'aide énormément. Ça va m'aider, alors là, il prend du temps.
pendant qu'il traîne derrière, est-ce qu'il l'a fait? L'effet démo de Copilot. Il a rien fait là, non? Non, il a rien fait. Il y a un peu trop de... Ah, si, il a peut-être fait tout en haut. Non, bon, croyez-moi sur parole. En fait, il y a aussi, ça c'est un exemple intéressant aussi, c'est-à-dire, n'oubliez pas que vous êtes codeur. C'est-à-dire que là, moi, si ça ne marche pas, je ne vais pas essayer 5 fois. À la rigueur, je reprends un document JSON plus petit, je teste, si ça ne marche pas, je commence à coder. Ce n'est pas la catastrophe. Sur la façon de coder, je vous disais que je l'utilisais sur plein de choses. Dernièrement, j'avais besoin d'écrire du code. Quelqu'un m'a demandé comment importer automatiquement. Parce que quand on travaille, là actuellement, quand vous travaillez, vous êtes avec Copilot probablement sur votre compte individuel. Quand on travaille dans une entreprise, on va avoir l'entreprise qui gère Copilot pour ses développeurs. Là, on a 5000 développeurs à onboarder dans une boîte. Ils m'ont demandé de comment on peut le faire. Alors, il y a plein de façons de le faire. Là, j'ai écrit un petit script. Moi, je ne suis pas un ingénieur système, d'accord? Je suis un ingénieur Copilot système à la rigueur. C'est-à-dire que c'est Copilot. Vous voyez les commentaires qu'il y a dans mon code là? En fait, c'est Copilot. Ah, c'est pas Copilot. C'est moi qui ai écrit les commentaires et c'est Copilot qui fait les appels aux API. C'est-à-dire que là, ce sont les API REST de GitHub pour faire quelque chose. Dans ce cas-là, c'est pour créer une équipe voilà, au sens GitHub, après rajouter les utilisateurs. Et en fait, le côté un petit peu magique de Copilot, quel que soit le langage de programmation, c'est ce que je vous disais. Ici, vous voyez, là, j'ai un petit commentaire. Vérifiez si l'équipe existe. Il me propose ça, je ne sais pas pourquoi, par rapport à son contexte. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce n'est pas grave. Je commence à taper le nom de la variable. J'attends, voilà, il m'a généré la complétion. Évidemment, cette partie-là, il faut que je comprenne le code qu'il y a derrière. Mais de toute façon, j'aurais eu à écrire ce code. Et c'est cette partie-là où on gagne énormément de temps. Un autre point, est-ce que vous travaillez avec des outils de sécurité, ce qu'on appelle les SAST? Ça vous dit quelque chose, SAST? En fait, les SAST, c'est très important parce que je suis sûr que vous êtes des très bons développeurs, mais même les très bons développeurs font des bugs dans leur code. Et certains bugs sont liés à de la sécurité. Et la grosse différence par rapport à quand moi j'ai commencé à travailler entre le moment où on écrivait du code et le moment où il passait en prod, il se passait des mois, sinon des années. Maintenant, quand vous écrivez du code, à la rigueur, quelques minutes après, il peut partir en prod. Donc c'est très important de faire les tests de sécurité le plus tôt possible. Il y a des outils comme donc, ces outils-là qui en fait analysent le code pour trouver des vulnérabilités. Je vais prendre l'exemple ici. Je suis sur un projet Java. Désolé, il y a plus de Java que de C++, mais en plus j'utilise un thème blanc. Alors, je ne marque pas des points là. Donc vous voyez ici, si je regarde cette erreur, donc je suis dans mon éditeur, ma plateforme m'a remonté une erreur comme quoi, attention, il y a une faille de sécurité. Ça, c'est un outil d'analyse de code qui a eu lieu. C'est-à-dire que si je vais dans la partie qui est ici, alors je ne suis pas sur la bonne, je suis pas avec mon bon compte, hop, si je vais ici, vous voyez, il me dit, telle ligne de code, alors j'ai pris une erreur très très simple qui est un risque d'injection SQL. Vous savez ce que c'est l'injection SQL? J'aurais dû prendre une autre erreur. Mais ça me donne une explication, d'accord? Maintenant, il faut que je fixe cette partie-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que je retourne dans mon IDE et je vais lui demander, donc je vais pouvoir lui dire, à partir de ce code, soit de l'expliquer, comme j'ai fait tout à l'heure. Et c'est là où c'est très très intéressant pour l'apprentissage, et là pour l'apprentissage à n'importe quel niveau. La sécurité, c'est un concept, c'est compliqué. À part si vous êtes spécialisé dans la sécurité, la plupart des vulnérabilités que vous allez trouver, vous n'allez pas nécessairement les comprendre. À l'inverse, l'expert de sécurité, quand vous allez lui montrer le code, il ne va pas nécessairement comprendre le code pour voir où est la vulnérabilité. C'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et vous voyez ici, Copilot m'a trouvé qu'il y avait un risque. Et je peux poser des questions maintenant. Comment c'est exploité? Comment fixer le bug? Donc je peux lui dire, fixe. Et vous voyez, il m'a rajouté at workspaces. At workspaces, en fait, avant d'envoyer, il va regarder quels sont les fichiers dans tout mon workspaces qui peuvent être utilisés pour générer cette partie-là.
il me propose une solution. Si elle me convient, je l'applique. Et là, on arrive dans un cycle où le développement est, vous apprenez en même temps que vous codez et vous êtes super efficace. Idéalement, je continue de coder de cette façon-là. Je vais lui dire add doc. Donc je rends mon code un peu plus robuste. Alors, le truc auquel il faut faire attention avec les IA, alors moi je vous parle de GitHub Copilot, mais c'est avec les IA en général. Le but, c'est pas de tester si l'IA est intelligent. Piéger l'IA, c'est facile. Je pense que vous avez tous joué avec ça, essayer de lui faire des conneries, raconter des conneries, c'est pas dur. Donc, dans la mesure du possible, si vous savez ce que vous voulez, bah, vous le posez la question de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, plutôt que de dire rends-moi le code plus robuste, je préfère lui dire explicitement fais un try-catch block. Alors, fais un try-catch block en utilisant ce logger, etc. Pour éviter de laisser de la place à quelque chose qui serait un peu plus aléatoire. Plus on va être précis, mieux ça sera. Donc là, j'ai écrit un try-catch block, j'ai résolu mon problème de sécurité. En tout cas, je pense l'avoir résolu. L'étape suivante. Alors, je peux lui dire donc je lui dis vérifie que j'ai bien vérifié mon fixe en utilisant une commande particulière. Moi, ce que je veux, c'est que dans mon test, il utilise le drop table. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'a plus d'excuses pour ne pas écrire les tests, parce qu'en fait, on sait les tests qu'on doit écrire. Généralement, on ne prend pas le temps de le faire. Si ça vous prend 3 secondes d'écrire la ligne, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et là, vous voyez, normalement, est-ce qu'il l'a fait? Voilà. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? Ah, j'arrive pas à voir. Non, il n'a pas fait le drop table, c'est marrant, il a fait un select. Mais bon, il a refusé de le faire avec un drop, j'ai l'impression. Mais vous voyez le principe, on peut faire tout le cycle de développement comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vas-y, vas-y. Attends, 2 secondes. Je t'apporte le micro parce qu'en fait, on filme, donc comme ça, le son Ouais. arrive là. Et après, moi, je peux faire des démos pendant des heures, donc on va plutôt prendre quelques questions, ça va être plus sympa. Est-ce que du coup c'est parce que les prompts sont supprimés après qu'il est impossible de, enfin, qu'il est impossible de continuer une conversation en partant d'un prompt précédent? Dans le chat, il garde ton historique. Alors, tu vas dans le chat ici, si tu as cette petite icône là, tu vas avoir toute l'historique. Et quand tu vas reprendre un code, il va t'envoyer l'historique. Donc il va garder le contexte. Par contre, c'est sur le client. Donc il va être limité par la taille. Par contre, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on rajoute, c'est que vous avez appris les concepts d'embeddings et RAG. Ça vous dit quelque chose, embeddings et RAG? En fait, l'idée, c'est de rajouter avant d'envoyer le prompt, plein d'informations. En fait, on rajoute des choses autour de ça. Le at workspaces est un exemple. On va rajouter de plus en plus de ça. Donc le contexte va s'enrichir. Ce n'est pas directement lié au fait qu'on ne garde rien côté serveur. En fait, on garde des choses côté client, mais on va plutôt être limité par le volume d'informations qu'on peut envoyer. Et dans la complétion, on va très très vite. Le rôle de la complétion, c'est d'aller très vite plutôt que de faire une suggestion qui soit parfaite. Autre question, dernière, après je passe le micro. La raison pour laquelle vous faites pas de... Enfin, j'imagine qu'à votre échelle, il doit être possible de faire des suggestions, par exemple, directement dans un terminal, ou voire potentiellement à l'extérieur de la fenêtre de code. Est-ce que la raison pour laquelle vous ne le faites pas déjà, c'est pour vous protéger de l'idiotie de certains utilisateurs ou... D'accord. Et est-ce que ça va sortir publiquement? Ça l'est normalement. Ça l'est public déjà? bêta, ouais. Alors ça sera pas exactement celle-là. Comme tu vois, ça n'a pas marché, mais D'accord. très bien. après, la façon dont je bosse pour répondre à cette question, n'étant pas un ingénieur système, j'ai toujours VS Code ouvert. Et en fait, la façon dont je bosse, ça va plus être comme ça. Tu vois, si je suis dans mon chat, bah, allez. Oh là là, les typos. En espérant qu'il me réponde et qu'il ait compris. Voilà, il a compris. Moi, ce que j'utilise plus, c'est, tu vois, quand tu arrives, quand tu as posé une commande ici, tu peux directement l'inclure dans ton terminal ici. Et comme ça, j'ai la vraie conversation qui est plus user-friendly que dans le terminal, je trouve.
Donc on rajoute des choses dans le terminal. Je vous ai parlé de GitHub Next. Donc là, il y a plein de projets. Et on voit en 2021, vous voyez, en 2021, il y a Copilot. Et quelque part, tu as GitHub Copilot pour CLI, ici. C'est le projet que je t'ai montré. Merci. On va prendre l'autre question. Ouais, vas-y. Je vais fermer mon laptop pour laisser à Olivier, mais je peux prendre les questions. Tout à l'heure, vous disiez que Copilot était entraîné sur tout le code posté sur GitHub. Mm. Dans ce code, il y a plein de licences open source différentes. Oui. Est-ce que, par exemple, quand j'ai envie de créer un code avec une certaine licence, je peux spécifier que je veux du code qui ne provienne que de certaines licences en particulier? Alors, c'est pas possible parce que, alors déjà, aujourd'hui, il n'y a pas de licence qui t'interdise de lire du code. C'est important, c'est-à-dire que ce que fait un modèle, tous les modèles que vous voyez aujourd'hui, alors GPT plus GitHub au-dessus, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on lit tout ce qui est public. À partir de ça, on a fait un modèle. Après, il n'y a plus de lien avec le repo. C'est important ça. Au début, le cerveau, on a du mal à déconnecter les deux objets, mais c'est vraiment deux objets différents. On a entraîné, on a un résultat, le modèle, il est là. Et statistiquement, il va générer du code. Donc ton code que toi, tu génères, il n'a aucun lien avec ce qui est public. Ça a juste servi d'entraînement. Est-ce que dans le futur, il n'y aura pas des licences qui diront ne pas utiliser mon code pour entraîner? Ça, c'est une autre discussion. C'est des licences. Par rapport à ta question directe, donc non, il n'y a pas ça. Par contre, ce qu'on a dans GitHub, c'est que on est capable de filtrer du code. Et aujourd'hui, c'est assez brutal. C'est-à-dire, au-dessus, tu as une option que tu peux mettre dans tes propriétés où tu vas dire je n'acceptais pas le code dupliqué. Alors, c'est dupliqué au sens où quand notre modèle génère du code qui fait plus de 150 caractères, on le compare à tout ce qu'on connaît qui est public. Si c'est identique, on ne le renvoie pas, indépendamment de la licence. Donc ça, aujourd'hui, c'est soit tu bloques ça, soit tu bloques pas. Et on est en train de rajouter ce qu'on appelle le code referencing, c'est-à-dire que quand on va le générer, si on trouve du code qui correspond à ce que je viens de dire, qui est équivalent, on va te lister, mais c'est a posteriori, d'accord? C'est un index en fait. On compare la chaîne de caractères qui a été générée. On va te lister dans ton IDE, voilà l'endroit où on a trouvé ce code, avec les licences qui est associée. Ça sera ta responsabilité. Est-ce que demain, on va permettre de dire ce code-là, je l'autorise ou pas en fonction de la licence? C'est potentiellement à faire. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce que je viens de décrire, c'est déjà très très puissant par rapport à ce que font les gens. Je suis certain que vous copiez jamais de code de Stack Overflow. Non. Alors pour le peu d'entre vous qui l'ont fait, est-ce que vous vous êtes posé la question d'où vient ce code et quelle licence a ce code? Jamais. Vous l'avez copié, ou vous n'êtes pas amusé à chercher si ce code existe quelque part d'autre. Donc au bout du compte, ce que je viens de vous décrire dans cette capacité à filtrer sur le code équivalent, en fait, c'est plus puissant que ce que font les boîtes aujourd'hui. Et c'est rigolo parce que ça a ouvert plein de discussions qu'on avait au tout début de l'open source. D'accord, au tout début de l'open source, les entreprises n'osaient pas investir dans l'open source. Oh là là, si le code, machin. Là, on rentre dans une nouvelle discussion. Autour de ça. Mais ce qui se passe, c'est que toi, tu es tranquille par rapport à ce que tu veux faire, parce que le code qui va être filtré, ce n'est pas des licences. Il ne sera probablement pas lié à des licences, parce que de toute façon, il sera bloqué. Et on le retrouve dans des discussions très fréquentes. Et en fait, dans la page que je vous ai montrée, le Trust Center, c'est une page qu'on a créée moi, j'ai rien fait, mais que l'équipe juridique, l'équipe de sécurité, l'équipe aussi RH a fait pour justement répondre à certaines questions. Et ce qui est amusant, c'est que sur l'année 2023, toutes les discussions avec les gros clients, on va dire tous les clients qui ont plus de 500 000 développeurs, il y avait toujours une réunion entre le département juridique de GitHub Microsoft et le département juridique de la boîte. Parce qu'en fait, il y a plein de boîtes qui disent simplement, alors c'est en train de changer, on interdit les IA génératives. Alors ça ne veut rien dire interdire les IA génératives. C'est-à-dire qu'est-ce que tu interdis? Tu interdis ChatGPT, tu interdis d'utiliser un framework, tu interdis d'utiliser un framework en local, tu interdis d'utiliser Adobe, tu interdis d'utiliser Copilot. Tu vois. Tous les services vont avoir des termes d'utilisation qui sont différents. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans la discussion. Alors moi j'écoute plus que je ne participe dans ce cas-là, mais c'est vraiment expliquer tout ce que je vous ai montré. Le code, c'est votre code, on n'en fait rien, on génère le modèle. Vous êtes tranquille d'un point de vue
copyright, parce que si le code il est bloqué, s'il est équivalent à quelque chose qui existe dans un repo public, il y a toutes ces discussions qui sont importantes à avoir. Et c'est pour ça que si vous intégrez des projets, c'est-à-dire que vous intégrez une entreprise avec des projets particuliers, vous pouvez parler de copilote. Par contre, si ça bloque, il faut essayer de comprendre pourquoi ça bloque. Et souvent, ça bloque plus par ignorance qu'autre chose. C'est un petit peu comme plein de boîtes vont bloquer, on ne va pas sur le cloud. Et on gratte un peu, c'est juste parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à pourquoi ils ne veulent pas y aller. Et autour de Copilot, si vous êtes dans une entreprise qui, en stage ou autre qui se pose des questions, vous l'envoyez sur le Trust Center. Et c'est un vrai langue. Et après, on peut en discuter. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer parce qu'il faut qu'on fasse une mini pause entre deux. Merci beaucoup. Okay.